On a eu un long débat sur les emplois familiaux et chacun a pu regretter, pour certains, les dispositions qui ont été prises, mais je pense qu'elles font partie d'un mouvement auquel on ne pouvait pas échapper pour la transparence de la vie politique. Et même si, malheureusement, il y a certains collaborateurs qui vont se retrouver écartés du travail qu'ils faisaient jusqu'à présent, mais dont acte. Mais on ne peut pas faire simplement la moitié du chemin. Il ne faudrait pas ce qui a été mis en place, naturellement, pour les députés qui pourront plus prendre des membres de leur famille comme collaborateurs, qui, entre guillemets, des possibilités au sein des groupes parlementaires. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des emplois familiaux au sein des groupes parlementaires lorsqu'un député appartient à un groupe. C'est exactement la même chose. Et je pense qu'un jour, il faudra décliner la même chose, naturellement dans les cabinets ministériels, mais c'est prévu, et puis également dans les grandes collectivités comme les régions et les départements. Sinon, ça sera uniquement un texte ciblé sur les parlementaires au travers de leur équipe qu'ils ont constituée autour d'eux. C'est la raison pour laquelle, avec cet amendement, Madame la ministre souhaiterait que ces emplois familiaux, eh bien, cette règle que nous avons établie s'applique aux groupes parlementaires. Bien, je remercie le groupe qui a déposé cet amendement parce que, très sincèrement, là encore, mais c'est parce que je ne suis peut-être pas en détail tout ce que nous propose le gouvernement, mais je pensais que c'était inclus, tellement ça me semble évident. Bon, on est sur une situation où, du fait de quelques députés qui ont employé de manière fictive leur famille, on se retrouve à être obligé de légiférer dans la défiance absolue. Soit il faut le faire, donc faisons-le. Mais dans ces cas-là, je m'adresse au gouvernement, on ne peut pas le faire à moitié. Il est évident que dès lors que quelqu'un va employer, par exemple, vous avez un président de groupe qui a un moyen quand même d'influer sur son groupe. Bon, s'il fait employer un membre de sa famille dans son groupe, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même risque. Bon, comme on est au niveau de la défiance, il faut aller jusqu'au bout. Et je ferai remarquer quelque chose, c'est que hier, on nous a refusé les amendements de fond en nous disant c'est pas possible parce qu'en réalité c'est hors sujet puisque vous parlez de fonctionnaires, vous parlez de ministres, etc. etc. Bon, bah là, cette fois-ci, c'est sujet puisque votre objectif est une défiance généralisée vis-à-vis des parlementaires comme seul résumé de la confiance dans la vie publique, donc au moins aller jusqu'au bout, quoi. Nous allons examiner un amendement numéro 179 sur lequel je suis saisi par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Bernalicis, pour présenter cet amendement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, voilà, cette idée d'amendement m'est venue tout simplement en lisant la presse. Alors, pas que l'Humanité, non, j'étais dans le Figaro il y a quelques jours d'ailleurs. Bon, bref, on en reparlera. Ça me fait pas... je pense que mes camarades vont m'en vouloir. Mais... Laissez Monsieur Bernalicis présenter son amendement, s'il vous plaît. Alors, c'est un amendement extrêmement sérieux et important, et je suis sûr que vous allez sans doute tomber d'accord avec cet amendement du côté des Républicains. On est en train de discuter des emplois familiaux, du fait qu'il ne faille pas embaucher dans son équipe son père, sa mère, ses enfants, etc. Ce qui semble être une évidence maintenant, heureusement, dans cet hémicycle pour tout le monde. Mais je remarque que parfois, on peut donner un rôle à son conjoint, sa conjointe, son concubin, sa concubine, qui est celui de la prolongation du rôle de l'élu, sans avoir été élu. Vous voyez bien que là, je mets en cause, parce que c'est la situation actuelle, la conjointe de notre cher président de la République, qui se voit clarifier sa situation, alors ok, clarification, mais qui se voit attribuer des moyens publics, moyens humains et financiers, alors qu'elle n'a été élue par personne. Et je ne pense pas que... peut-être qu'un jour, nous aurons à discuter d'ailleurs, non pas de la première dame, mais du premier monsieur. Bon, on verra, mais je pense que cette situation n'est pas sage, n'est pas saine. Donc cet amendement propose de clarifier cette situation en disant qu'il ne doit pas y avoir de moyens humains et financiers donnés aux conjoints, concubins, concubines, à la fois des membres du gouvernement, du président, des autorités locales et des parlementaires. Évidemment, ça semble être du bon sens. Non, elle n'est pas rémunérée, elle est de moyens. Conclure, Monsieur Bernalicis. Mais elle pourra... On n'est quand même pas complètement à côté de la plaque quand on vous dit qu'on laisse quand même le droit de partager le logement de fonction éventuellement, évidemment, et les questions de sécurité, puisque vous le savez, c'est important dans la période. Merci. Merci. Madame la rapporteure, vous avez la parole sur cet amendement numéro 179. Je ne me prononcerai que très brièvement et émettrai un avis défavorable pour la commission.
Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Monsieur le Président, notre cher Président de la République, comme le dit Monsieur le député Bernasilis, s'est prononcé en faveur d'une plus grande Je vous présente mes excuses. S'est prononcé en faveur d'une plus grande transparence sur le rôle et les moyens mis à la disposition de la conjointe ou du conjoint du chef de l'État. Il me semble toutefois que le présent projet de loi n'est pas un véhicule approprié pour définir ce statut de l'épouse ou de l'époux du président de la République, pour plusieurs raisons. La définition de ce statut ne se rattache d'abord à aucune des catégories législatives qui sont présentes dans le cadre de l'article 34 de la Constitution. Un tel statut ne relève donc pas, a priori, du domaine de la loi. Et vous le savez, il n'est pas nécessaire que la loi renvoie au pouvoir réglementaire autonome pour que ce dernier agisse si cela est nécessaire. Par ailleurs, les amendements proposés viennent s'insérer dans un ensemble qui est relatif aux emplois familiaux dont le statut particulier du conjoint du président ne relève pas. Le conjoint du chef de l'État n'occupe en effet pas un emploi public au sens juridique, contrairement aux collaborateurs de cabinet dont nous avons parlé jusqu'alors. Je vous rappelle que les collaborateurs de l'épouse du président sont pleinement, par ailleurs, soumis aux obligations déontologiques. Le statut du conjoint du président de la République doit donc être traité dans un autre cadre pour organiser totalement la transparence sur les moyens matériels et humains qui lui sont alloués. Il faut rappeler à ce titre que la présidence soumet désormais d'elle-même l'ensemble de ses comptes à un examen annuel à la Cour des comptes. C'est donc dans cet esprit que la notion de charte avait été avancée. Plus que le décret ou en complément de celui-ci, ce type d'instrument permettra également de définir au plus près le rôle du conjoint du chef de l'État, qui peut varier selon les personnalités, tout en s'inscrivant dans la continuité républicaine. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur le député, j'émets un avis défavorable à l'amendement. Merci Madame la Ministre. Monsieur Bernalicis. Madame la Ministre, je crois que je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je souhaite, ce n'est pas de la transparence de ce rôle. Ce que les Français et les Françaises souhaitent, ce n'est pas la transparence de ce rôle. C'est que ce rôle n'existe tout simplement pas. Et ce que vous êtes en train de faire, Madame la Ministre, et ce qu'est en train de faire le Président de la République, en réalité, pas vous directement, c'est d'entériner un rôle qui n'a pas lieu d'être, qui est, encore une fois, du fait du prince. Alors demain, Madame la Ministre, je vais demander pour ma compagne d'avoir un collaborateur supplémentaire, une petite enveloppe IRFM pour qu'elle puisse me représenter pendant que je suis en commission dans l'hémicycle, parce qu'en circonscription, je ne peux point y être vu les sessions extraordinaires. Et pourtant, je mériterais d'y être, de représenter. Alors comment je résous cette situation? Au moins, on peut dire que peut-être Madame Le Pen et Monsieur Alliot n'ont pas ce problème aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais quand même, c'est une vraie question qui se pose. Et vous dites la loi ne s'applique pas en la matière. Mais vous avez bien lu mon amendement, j'en suis sûr. La loi dirait, si vous acceptez cet amendement, qu'il n'est pas possible de. Qu'est-ce qui s'oppose à ça comme argument rationnel? J'ai compris la transparence. On peut se dire c'est mieux que quand il n'y en avait pas. Mais ce qui nous pose problème, c'est vraiment ce rôle, alors qu'il n'y a pas eu d'élection du conjoint. Mais enfin, on accepterait que quiconque de nos concubins, concubines, conjoints, conjointes, puisse aller porter la parole publique et nous représenter en tant qu'élus, alors qu'ils ne se sont pas soumis au suffrage de nos concitoyens. C'est quand même assez extraordinaire. Surtout quand on voit, alors si vous trouvez que ce n'est pas le bon article, vous aviez le loisir de le déplacer, mais je pense qu'on est bien dans un texte sur la confiance dans la vie publique. Il faut séparer le public du privé. Et je terminerai juste en disant que beaucoup de conjoints, conjointes et compagnons ne souhaitent pas être mis dans la lumière. Oui, Monsieur le Président, je reviens sur la situation des collaborateurs dont on a parlé tout à l'heure et dont le contrat de travail est rompu en raison de la fin du mandat des parlementaires. Et suite aux dernières élections législatives, ils sont aujourd'hui autour de 1200 à être concernés par un plan social qui ne dit pas son nom.
Actuellement, les collaborateurs d'un député ou d'un sénateur qui n'est pas réélu sont automatiquement licenciés pour motif personnel sans que l'on puisse leur reprocher une quelconque faute. Malgré les revendications des organisations syndicales des collaborateurs, la reconnaissance du licenciement pour motif économique a toujours été refusée sur la base d'une vieille jurisprudence de la Cour de cassation, 20 octobre 1988, Alain Chaudronc et Josy Moinet. Cette situation est profondément injuste pour les collaborateurs parlementaires qui ne peuvent bénéficier des droits ouverts suite à un licenciement économique, notamment le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle avec un accompagnement renforcé par Pôle emploi et le droit à une indemnisation chômage majorée. Pourtant, il est de jurisprudence constante qu'un licenciement prononcé pour des raisons extérieures à la personne du salarié ne peut être assimilé à un licenciement pour motif personnel. Il ne reste donc qu'une solution, la reconnaissance du motif économique de licenciement, puisque la fin du mandat du député est consécutive à une cessation d'activité au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail. Nous avions déposé des amendements en ce sens, mais ils ont été étrangement déclarés irrecevables. Au Sénat, un dispositif intermédiaire a été retenu avec la création d'un licenciement sui generis, dispositif qui a été confirmé en commission. Nous aurions préféré que cette injustice qui frappe les collaborateurs parlementaires soit enfin réparée, mais ce n'est pas cette voie qui a été choisie. Nous le regrettons profondément. Monsieur Coquerel. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Tout à l'heure, lors du débat précédent sur les emplois familiaux, j'ai admiré la pugnacité de plusieurs collègues pour reporter d'un mois le licenciement dû à cette loi. Et je me disais que j'espérais qu'à l'automne venu, quand on va discuter de la loi travail, notamment de la question de la barémisation des prud'hommes, de facilitation de licenciement, les mêmes seront aussi pugnaces pour tous les salariés. Et de la même manière, je me disais aussi que finalement, avec cet amendement, on pouvait voir la dangerosité qui sera l'extension du CDI de chantier par rapport à d'autres critères. Parce qu'il est évident qu'un collaborateur élu sur le mandat d'un député, moi je serais ceux qui veulent appliquer la loi si malheureusement passait cette extension du CDI de chantier. Je suggérerais l'idée que ça pourrait justement rentrer dans la loi, ce qu'évidemment je ne souhaite pas. Et comme ce n'est pas encore le cas, et que j'espère que nous ferons échouer cette loi, je pense que nous sommes pour le coup dans le cadre de CDI. Je suis pour défendre le CDI et comme norme du droit du travail. Et en conséquence, je pense effectivement que c'est la question d'un licenciement économique qui doit être posée. Et je me rejoins avec notre amendement, enfin avec cette intervention, à celle de mes collègues précédents. Voilà, il n'y a, à mon avis, pas à hésiter. C'est un licenciement économique et les collaborateurs doivent bénéficier des conditions d'un licenciement économique. Dans un amendement de repli, donc, il prévoit de rétablir la solution intermédiaire adoptée au Sénat, donc créant un licenciement sui generis auquel sont attachés des dispositifs d'accompagnement s'inspirant des dispositifs propres au licenciement économique. Nous insistons sur la nécessité, en effet, de revenir à la version du Sénat et non sur celle votée en commission. La rédaction issue de cette dernière ne permet en effet plus de faire bénéficier les collaborateurs licenciés à la fin du mandat 2017 du dispositif d'accompagnement donc de Pôle emploi, car l'article renvoie à un décret de mise en œuvre. De même, dans ce cadre, il n'est pas sûr que les collaborateurs qui seront licenciés à l'issue des prochaines sénatoriales puissent de la même manière bénéficier de ce dispositif d'accompagnement. Merci Monsieur Vulfranc. Madame la rapporteure, sur l'amendement numéro 324. Avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Défavorable. Merci Monsieur Lachaud. Oui, merci Monsieur le Président. Non, c'est vrai, là, j'avoue que je ne comprends vraiment pas les avis défavorables. Tout le monde ici a remarqué et est d'accord pour dire que les emplois de collaborateurs sont des emplois les plus précaires qui soient. Il s'agit là de proposer un filet de sécurité minimum en les intégrant au parcours de Pôle emploi. C'est la moindre des choses que de voter cet amendement. Merci Monsieur Lachaud. Et l'amendement numéro 133, il est présenté par Monsieur Abad. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à répondre à l'antiparlementarisme primaire.
beaucoup de nos concitoyens dans la campagne disent souvent à tort que soit les députés ne font rien, soit que les députés sont trop rémunérés, ou que finalement leur présence n'est pas assez importante. Je suis de ceux qui pensent qu'il nous faut préserver l'indemnité du parlementaire parce que c'est le gage de sa liberté et c'est le gage d'éviter que demain, il y ait uniquement des rentiers dans l'Assemblée nationale. Mais en contrepartie de cela, je suis aussi de ceux qui plaident pour qu'on puisse prendre en compte dans l'indemnité du parlementaire la présence, l'assiduité et l'activité du travail parlementaire. Ce sont des choses qui existent déjà au Sénat, qui existent également au Parlement européen. Et je pense également que dans ce projet de loi, il serait souhaitable qu'on puisse prendre en compte justement le taux de présence, mais également l'activité. Alors il faut bien sûr le définir. Je crois que c'est au bureau des assemblées que de le faire. Mais je pense que c'est important d'envoyer un signal positif et fort dans la loi en tant que telle. Merci Monsieur Abad. Amendement numéro 482 qui est présenté par Madame Pires-Beaune. Oui, dans la même ligne de ce qui vient d'être dit, donc cet amendement propose simplement, pour que les élus soient exemplaires, il faut effectivement que derrière l'exemplarité soit effective et que donc il y ait un contrôle. Aujourd'hui, le contrôle existe de manière partielle, puisque vous savez que dans certaines commissions, peut-être toutes d'ailleurs, il y a une feuille de présence quand on est en session ordinaire et le mercredi, en tout cas pour la commission des finances. Donc avec cet amendement, l'idée c'est de faire que ce contrôle soit systématique pour l'ensemble des réunions, qu'on soit d'ailleurs en session ordinaire ou en session extraordinaire. J'ajoute qu'il y a des observatoires citoyens et que pour que ces observatoires citoyens fassent leur boulot correctement, il faut qu'ils puissent s'appuyer effectivement sur des éléments factuels et que ce contrôle systématique pourrait leur fournir la matière nécessaire. Madame la ministre, Madame la Présidente, chers collègues, nous serons contre cet amendement. Je vais vous expliquer pourquoi. Non pas parce qu'il nous effraierait sur la présence en assemblée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous aurez remarqué que notre groupe veille, malgré sa taille réduite, à être très présent et très actif dans les débats, mais tout simplement parce qu'il présente une vision restrictive du rôle du député. Quand, cette semaine, ma camarade Caroline Fiat et François Ruffin ont été soutenir les aides-soignantes des Opalines d'un EHPAD dans le Jura. J'estime qu'ils accomplissaient de manière pleine et entière leur mandat de député en lien justement avec les débats qui avaient eu lieu quelques jours auparavant ici sur la question de la santé. Quand nous sommes dans les mobilisations, quand nous sommes sur le terrain dans les circonscriptions pour aider telle ou telle lutte ou pour représenter les revendications de ceux qui nous ont élus, nous accomplissons notre rôle de député. Donc cet amendement a une vision très restrictive de celui-ci. Bien sûr, nous devons ici faire les lois, c'est notre rôle principal, et encore une fois, nous sommes très présents, mais ne laissons pas croire à nos concitoyens que c'est notre seul rôle. En tout cas, pour nous, ce n'est pas la façon dont nous voyons notre rôle de député. Et pour cette raison, nous voterons contre. Merci. J'appelle l'amendement numéro 447 présenté par Monsieur Gosselin. Écoutez, voilà un amendement qui pourrait totalement satisfaire Madame la garde des Sceaux, qui évoquait à juste titre le statut des élus locaux. Les élus locaux sont les grands absents de ce texte. On a fait quelques petites touches ici et là, des incursions réussies mais incomplètes sur les fonctionnaires, mais rien sur le statut des élus locaux. Et contrairement d'ailleurs à ce qu'a déclaré le président de la République il y a quelques jours, moi je ne pense pas que les élus locaux soient trop nombreux. Dans nos communes rurales, ce sont des centaines de milliers de bénévoles. Il n'y a pas 1 centime d'indemnité. Ça coûte même de l'argent. Ça coûte même de l'argent. Ce sont très souvent des gens qui font encore des corvées de peinture, d'entretien, de désherbage. Et ça devient compliqué le désherbage avec la fin des phytosanitaires. Je peux vous dire, dans nos cimetières, dans nos caniveaux, dans nos espaces publics, je peux vous dire qu'il y a des communes, chez moi dans la Manche, à Ouiville pour ne pas les citer, où on fait des corvées citoyennes pour enlever les ordures. C'est pas si simple et c'est du bénévolat complet. Donc ils sont pas trop nombreux. Et ces élus, on s'y intéresse depuis pas mal d'années, à tel point qu'on parle d'un véritable serpent de mer pour ce statut des élus locaux. J'en parle en connaissance de cause avec Philippe Doucet, qui était député maire d'Argenteuil il y a encore quelques temps. Nous avons, en 2013, rédigé un excellent rapport, et je le dis en clin d'œil, s'il est excellent, c'est qu'il a été adopté
à l'unanimité. Donc tout le monde était d'accord. Sauf que les dispositions de ce rapport sont encore, pour une très grande part aujourd'hui, évidemment, lettre morte. Pourquoi ? Et c'est du reste la même chose avec les amendements que je souhaitais déposer. Le fameux article 40 empêche d'aggraver les charges publiques, donc de revoir la grille éventuellement des rémunérations et un certain nombre d'éléments. Donc je crois que c'est indispensable qu'on mette sur la table ce statut. Et j'aimerais que Madame la garde des Sceaux nous donne la feuille de route et permette en signe d'accepter ce rapport. Merci. Bien, nous voterons pour l'amendement de Monsieur Gosselin. Parce qu'au-delà de l'amendement et au-delà du fait de revaloriser le rôle des élus locaux, y compris celui des petits maires qui ont souvent effectivement des responsabilités très fortes, y compris pénales, qui ne trouvent pas de correspondance aujourd'hui dans le montant de leur indemnité. Mais pour notre part, nous sommes pour une 6e République. Et dans cette 6e République, nous pensons qu'il doit y avoir la possibilité pour un maximum de nos concitoyens d'être un jour élus sur un mandat. Et pour cela, il faut un non-cumul des mandats de manière drastique dans le temps, mais aussi non-cumul de type de mandat. Et pour cela, pour arriver justement à ça, il faut un statut de l'élu. Parce que, évidemment, on ne peut pas faire comme ça des allers-retours entre un mandat et une vie professionnelle s'il n'y a pas un statut de l'élu qui protège l'élu et qui revoit là aussi, j'allais dire, le montant des indemnités permettant, par exemple, que pendant X années, on se consacre entièrement à un mandat local. Donc nous appuyons cette demande et cette possibilité d'un rapport sur cette question. Merci. Merci, Monsieur Coquerel.